Alors, j'aimerais qu'on accueille Estefania Loza. Je vais commencer par vous demander de regarder attentivement cette photo. Si je vous demande ce que vous voyez, vous allez sûrement me répondre « un joueur de soccer qui est tombé » et vous auriez raison. Mais là, j'ai une autre question pour vous. À quel point vous pensez que sa douleur est intense? Imaginez-vous une échelle de 0 à 10, où 0 est égal à aucune douleur et 10 est égal à la douleur la plus intense que vous pouvez vous imaginer. Quel score lui donneriez-vous? Pensez-y. C'est possible que vos réponses varient selon vos connaissances en soccer. Personnellement, j'en ai aucune. Mais si je demandais à mon père qui a regardé des centaines de matchs de soccer dans sa vie, il serait sûrement très bon pour me dire si le joueur fait semblant d'avoir mal ou pas. Mais moi, en le regardant comme ça, je lui donnerais sûrement un score au-dessus de 8, voire même 10, parce que ça a l'air quand même assez souffrant. Mais si je demandais à une maman qui vient d'accoucher quel score elle lui donnerait, ce ne serait pas un 10. Parce qu'elle, elle sait c'est quoi une douleur qui équivaut à 10. Vous commencez à voir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire que même si on regarde tous la même expression de douleur, on va quand même donner des scores d'intensité douloureuse qui sont différents. Alors finalement, c'est quoi le score qui correspond à la douleur de la personne? La meilleure façon de le savoir, c'est de lui demander. Ceux et celles dans la salle qui aident patients ou qui souffrent de douleur, vous savez très bien que vous êtes les meilleurs pour comprendre votre douleur et les meilleurs pour la juger. Mais dans un contexte où vous recevez des soins, ce n'est pas vous qui devez l'évaluer, c'est quelqu'un d'autre. Alors, changement de scénario pour un contexte un peu plus familier pour tout le monde. La tâche d'un clinicien d'évaluer la douleur d'un patient n'est pas simple. Il doit prendre en compte non seulement ce que le patient lui dit, mais aussi tout son non-verbal, ses expressions faciales, les résultats des examens physiques, etc. Pas simple. Mais pourquoi c'est si important que l'évaluation de douleur soit la plus exacte possible? Eh bien, c'est parce que c'est l'efficacité du traitement qui en dépend. Si l'évaluation de douleur ne correspond pas à l'expérience du patient, on risque de lui offrir un traitement qui n'est pas approprié à ses besoins. Et ça peut venir empirer son état de santé. Mais même au-delà du traitement, c'est important qu'un clinicien comprenne bien ce que vit son patient pour pouvoir lui montrer des niveaux d'empathie qui sont cohérents avec sa situation. Si ce n'est pas le cas, le patient pourrait se sentir incompris ou encore manquer de confiance envers le professionnel. Et ça peut générer beaucoup de frustration. Sachant à quel point les évaluations de douleur sont importantes, les chercheurs ont voulu étudier les facteurs qui pouvaient venir les influencer. Une équipe de chercheurs de la Colombie-Britannique s'est penchée sur le sujet dans les années 90 et ils ont montré que quand on compare les évaluations de douleur de patients et d'observateurs, les évaluations de douleur des observateurs sont de 50 à 80 % inférieures à celles que font les patients de leur propre douleur. C'est beaucoup. Et ce n'est pas dû au hasard. Les études se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui et la grande majorité trouve ce même biais de sous-estimation de la douleur d'autrui. On ne sait pas encore pourquoi c'est le cas, mais on a voulu pousser les études pour savoir qu'est-ce qui allait faire que quelqu'un allait soit plus ou moins sous-estimer la douleur des autres. Revenons à nos photos de personnes en douleur. Cette fois-ci, si je vous demande ce que vous voyez, vous allez me répondre « une femme qui a des douleurs à la tête ». Et justement, une des premières choses qu'on remarque quand on regarde quelqu'un, c'est son genre. Alors, que disent les études sur l'influence du genre sur les évaluations de douleur? Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'en général, on sous-estime la douleur des gens. Quand c'est des femmes, eh bien, ce serait pire. Une étude en 2016 a montré que les cliniciens sous-estimaient la douleur des femmes de près d'1 point sur l'échelle de 0 à 10 et que pour les mêmes problématiques de santé, les femmes sont moins susceptibles que les hommes de recevoir des analgésiques et des opioïdes. Ça paraît difficile à croire, mais ça arrive pas mal plus souvent qu'on pense. Cet été, je suis tombée par hasard sur un article de Radio-Canada qui s'intitule « Laissée en douleur dans un hôpital de Toronto ». Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui souffre d'une névralgie du trijumeau et qui avait tellement mal qu'elle a dû se rendre à l'hôpital. En arrivant, le personnel soignant n'a pas cru qu'elle avait si mal que ça et ils l'ont laissée sans traitement pendant des heures et des heures. Par curiosité, j'ai voulu aller lire les commentaires de l'article et il y en avait quelques-uns que je voulais partager avec vous. En premier, on a Madame 1 qui nous dit « Moi, j'ai entendu l'ambulancier dire à l'infirmière que ma douleur était théâtrale et dire que c'est la première et dernière fois que j'ai pris une ambulance dans ma vie. Souvent, les douleurs des femmes ne sont pas prises au sérieux. » On a Madame 2 qui nous dit « Je me suis fracturé le bras et je souffrais le martyre. Et le médecin à l'urgence m'a dit que les femmes se plaignaient trop et dramatisaient, que c'était dans leur nature. » True story. Il y en avait des dizaines des commentaires comme ceux-là.
Ce sont tous des histoires de femmes à qui on a sous-estimé la douleur et qui en ont beaucoup souffert. Comment ça se fait qu'on voit ça? L'explication viendrait en fait de préjugés inconscients et de stéréotypes qu'on aurait intériorisés tout au long de notre vie. C'est l'idée que les hommes sont faits plus forts, donc ils sont plus tolérants à la douleur, alors que les femmes sont trop dramatiques et elles exagèrent souvent. Bon, malgré qu'on n'adhère pas consciemment à ces idées-là, ça a tellement été véhiculé dans la société que finalement, ça finit par affecter nos comportements sans qu'on le veuille et ça peut porter préjudice aux autres. Parlant de stéréotypes, vous allez peut-être me voir venir avec cette photo-là. Justement, la principale différence entre cette photo et les autres que je vous ai montrées, c'est la couleur de peau de la personne. Ça ne vous étonnera peut-être pas si je vous dis que si la personne en douleur est noire, sa douleur va être beaucoup plus sous-estimée que si elle était blanche. Une étude avec des centaines de participants a montré que les patients noirs sont moins susceptibles de recevoir des médicaments que les patients blancs, et quand ils en reçoivent beaucoup moins. Les chercheurs américains se sont penchés sur le pourquoi de ce phénomène et ils ont conduit une étude particulièrement intéressante où ils demandaient aux participants de juger l'intensité de la douleur de patients noirs et de patients blancs, et ensuite ils leur faisaient passer un questionnaire sur leurs croyances à propos des différences biologiques entre les noirs et les blancs. Le questionnaire était rempli de faux énoncés comme ceux-ci. Je pense que la peau des personnes noires est plus épaisse que celle des personnes blanches, ou encore, je pense que le sang des personnes noires coagule plus rapidement que celui des personnes blanches. On demandait ensuite aux participants de dire à quel point ils étaient d'accord ou pas avec ces énoncés. Qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Plus le participant était d'accord avec ces faux énoncés, plus il venait sous-estimer la douleur des personnes noires comparativement à celle des personnes blanches. Ça montre qu'un peu comme avec les femmes, la raison derrière ça serait liée à des fausses croyances et à des stéréotypes. Les chercheurs qui ont fait cette étude l'ont reproduite avec des étudiants en médecine et des cliniciens, et ils ont observé le même phénomène. D'ailleurs, l'expérience clinique est aussi un des facteurs qui a été étudié en lien avec nos évaluations de douleur. On pourrait croire que plus une personne est expérimentée, moins elle sous-estimerait la douleur de ses patients. En fait, ce serait tout le contraire. Quand on compare les évaluations de douleur de professionnels de la santé, de proches de patients et de gens sans aucune expérience, même si tout le monde sous-estime la douleur, ceux qui le font le plus, ce seraient les professionnels de la santé. Et encore plus s'ils ont beaucoup d'expérience. Comment ça se fait? Les chercheurs disent que ce serait comme un mécanisme d'adaptation qui permettrait aux cliniciens de continuer à offrir des traitements à son patient malgré la détresse qu'il ressent quand il voit ses patients en douleur. Il y a des cliniciens qui sont venus appuyer cette hypothèse, mais il n'y a pas encore d'études scientifiques qui ont été faites pour la confirmer. Dans l'ensemble, il y en a vraiment plein des facteurs qui affectent nos évaluations de douleur. Ça concerne autant la personne en douleur que l'observateur et même le contexte. On pourrait en jaser ensemble pendant des heures, mais ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, c'est que finalement, on n'est pas très bon pour évaluer la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour être un peu meilleur? Malheureusement, il n'y aurait pas de recette miracle, mais il y a quelques petits trucs pour aider. Si vous êtes un patient et que vous vous retrouvez dans un contexte d'évaluation de votre douleur, une bonne chose à faire, c'est de donner aux cliniciens le plus de sources d'informations possible. Donc, non seulement tout votre non-verbal et vos examens physiques, mais aussi une description détaillée de votre expérience de douleur. Idéalement, ça inclurait des exemples concrets. Disons que vous avez mal à une hanche. Vous pourriez dire au clinicien que ça vous empêche de monter les marches de votre maison, ou encore que ça vous fait mal quand vous prenez votre marche quotidienne. Des petits trucs comme ça qui vont faire que le clinicien va vraiment pouvoir se mettre à votre place et s'imaginer ce que vous vivez. Et ça va donner lieu à des évaluations plus justes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire individuellement. Mais collectivement, on peut faire mieux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des raisons qui faisait qu'on n'était pas bon pour évaluer la douleur, c'est à cause de fausses croyances et de stéréotypes. La solution pour ça, vous l'aurez deviné, c'est l'éducation. C'est la sensibilisation. C'est de s'informer entre nous pour pouvoir faire des jugements plus éclairés. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Parce qu'on se le doit en tant que société pour que tous ceux qui souffrent de douleur reçoivent les meilleurs traitements possibles. Merci.